Bonjour à tous et bienvenue à cette formation de base pour débutants utilisateurs du Web of Science et d'autres plateformes appartenant à l'entreprise Clarivate. Nous commençons aujourd'hui par le module A, la première séance de cette formation. Il y a 5 modules, 5 séances réparties dans les prochains jours. Et au cours de cette formation, nous allons apprendre à utiliser différents outils. Nous allons commencer par Web of Science, qui est la plateforme pour faire de la recherche documentaire. Nous verrons ensuite dans le deuxième module tout ce qui a rapport avec les revues où vous publiez, et nous les verrons surtout dans l'outil qui s'appelle Journal Citation Reports. Et plus tard, nous verrons des outils qui nous permettent de évaluer la recherche avec différents indicateurs. Nous commencerons par Essential Science Indicators et Insights. Ces 4 plateformes ici sont des plateformes qui sont incluses dans l'abonnement que vous avez à travers le ministère marocain. Et c'est pour ça que vous y avez accès. Nous avons 2 outils supplémentaires dont je vais parler également, qui s'appellent EndNote et EndNote-Click. Ceux-là sont complètement gratuits et n'importe qui dans le monde peut les installer, y accéder et les utiliser. Donc c'est un petit peu différent, mais j'en parlerai quand même. Et aujourd'hui, on commence avec Web of Science. Alors, à quoi ça sert Web of Science? Web of Science est une base de données qui vous permet de faire de la recherche documentaire. Par exemple, quand vous êtes en train de travailler sur un projet, vous avez besoin de savoir ce qui a déjà été fait, quels sont les résultats qui ont été obtenus, de manière à poursuivre dans ce domaine de recherche. Donc c'est à ça que sert Web of Science, à faire cette recherche documentaire. Et dans le cours de cette formation, donc pour ce module-là, nous l'avons en 3 parties. Le matériel est en anglais, je vais toujours parler en français, mais le matériel est toujours en anglais. Ici, comment débuter avec Web of Science, comment commencer à l'utiliser. Donc nous allons voir ça tout de suite. Et la deuxième partie, comment trouver les textes intégraux en fait, puisque Web of Science n'est pas une base ou un dépôt où il y a des PDF, mais nous avons des liens. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette première partie et nous finirons après la pause avec le 3e chapitre, comment garder tout le travail que j'ai effectué. Alors, commençons par le premier chapitre, démarrer avec Web of Science, et voici les différentes choses que nous allons couvrir dans ce premier chapitre, surtout en direct, mais avec une petite introduction à travers une présentation. Alors, Web of Science est une plateforme qui loge différentes bases de données. Parmi ces bases de données, celle qui est au centre de Web of Science s'appelle Web of Science Core Collection, qui est une base de données qui appartient à notre entreprise, Clarivate, avec des revues scientifiques, des livres et des conference proceedings. Mais nous avons aussi d'autres bases de données, celles-ci avec des données et pas des PDF, pas des textes. Ça appartient aussi à notre entreprise, et celle-ci, Derwent, avec des brevets. Et au-delà, nous avons d'autres bases de données qui n'appartiennent pas à notre entreprise, qui appartiennent à des partenaires avec lesquels nous collaborons dans l'objectif d'avoir vraiment une base de données multidisciplinaire qui provient de différents continents et avec différentes spécialités, par exemple les sciences de la vie, la zoologie, la chimie, l'agriculture ou bien l'alimentation, l'ingénierie et la physique. Donc ça, c'est pour Web of Science, la totalité de Web of Science qu'on voit ici dans cette image, et au centre, la base de données qui s'appelle Core Collection. Et vous avez accès à la Core Collection et seulement à quelques-unes des autres bases de données. Donc, on va surtout travailler avec la Core Collection de manière à ce que vous puissiez vous orienter avec cette base de données qui est multidisciplinaire. Alors, vous voyez ici les chiffres pour la totalité du Web of Science.
Et maintenant, on va rentrer plus en détail dans le centre, la Core Collection. Et vous voyez que c'est une base de données multidisciplinaire parce qu'il n'y a pas uniquement des revues de sciences, nous avons des revues de sciences sociales également, d'art et humanité, et nous avons pas uniquement des revues, des livres et des conference proceedings. Donc ça, c'est pour la Core Collection avec laquelle nous allons travailler surtout aujourd'hui. Le différenciateur de Web of Science Core Collection par rapport à d'autres outils, à d'autres bases de données, c'est que nous sélectionnons le contenu de cette base de données. Nous sélectionnons les revues, nous sélectionnons les livres en nous basant sur des critères de qualité qui sont publics et transparents. Donc vous ne verrez pas tout dans Web of Science, vous verrez du contenu de qualité. Nous savons que dans Internet, il y a tout, des bonnes choses et également n'importe quoi. Donc l'objectif, c'est vraiment de sélectionner des sources d'informations qui sont fiables pour vous. Et donc c'est un des grands avantages de Web of Science. Et donc ça, c'était pour la petite introduction. Pour l'accès, l'accès a été expliqué mardi dernier lors de la présentation de l'IMIST. Ceci est le lien. Je suppose que dans les pages de l'IMIST et également dans les pages de vos différentes universités, vous avez également ce lien qui est disponible. Donc voici le lien pour l'accès. Si vous êtes dans les murs de votre institution, vous pouvez accéder sans vous identifier, mais si vous êtes en dehors des murs de votre institution, chez vous ou ailleurs, à ce moment-là, il faudra vous identifier d'une manière ou d'une autre pour y avoir accès, puisque ce n'est pas un outil public, c'est un outil privé qui fait partie d'un abonnement à travers du ministère. Pour des questions en relation avec l'accès à Web of Science et aux autres ressources dont on va parler, votre point de contact est cet email de l'IMIST, puisque c'est eux qui gèrent ces accès. Moi, je ne peux pas vous aider de ce côté-là, puisque ça va être différent pour chacun de mes clients. Alors maintenant, je vais rentrer dans l'outil. Nous en avons fini avec la théorie et nous passons à la pratique. Qu'est-ce que je vois en premier quand je rentre dans Web of Science? Je vois cette page d'accueil. C'est la page d'accueil de Web of Science et nous allons commencer à nous orienter dans cette page d'accueil. Alors, en premier, elle apparaît en anglais. Je vais fermer ce petit message ici qui me gêne un petit peu. Et cette page existe en 9 langues différentes, dont l'arabe. C'est la dernière langue que nous avons introduite. Comme je ne comprends pas du tout l'arabe, je vais continuer avec la plateforme en anglais, mais sachez que vous avez ici diverses langues accessibles, dont 2 versions de chinois, de coréen, de japonais et le russe qui est également là, puisque nous avons en dehors de la Russie beaucoup d'utilisateurs qui parlent cette langue également. Alors ça, c'est pour la plateforme dans les différentes langues. Maintenant, je vous disais qu'il y a différentes bases de données auxquelles vous avez accès et vous allez les voir ici dans ce menu dépliant. Alors en ce qui me concerne, comme je travaille pour l'entreprise Clarivate, je vais voir toutes les bases de données. Dans votre cas, ça va être différent. Vous n'allez pas voir le même nombre, vous allez en voir moins. Je vous dis celles auxquelles vous avez accès à travers l'abonnement marocain. Vous avez accès à la Core Collection, vous avez accès à la base de données coréenne également. Vous avez accès à Medline qui est gratuite et qui est spécialisée dans la médecine. Vous voyez, à chaque fois que je mets ma souris à côté, j'ai l'explication sur la droite. Et vous avez accès à Cielo qui est la base de données pour l'Amérique latine et dans ce cas-là en 3 langues différentes. Donc vous pouvez chercher chacune séparément ou vous pouvez les chercher tout ensemble, mais ça on le verra dans une formation avancée. Aujourd'hui, je vais travailler uniquement avec la Core Collection à laquelle vous avez accès, bien qu'il y a quelques petites différences parce que dans la Core Collection, il y a différents indices de revues. Et moi, j'ai accès à tous les indices. Les plus anciens commencent en 1900 et dans votre cas, ça va être un petit peu différent, donc ne vous étonnez pas. Par exemple, pour les indices de sciences, sciences sociales et arts et humanités, ça commence en 1986 pour vous. Ensuite, les indices de conférences
commence en 1990, comme pour moi, vous n'avez pas les livres, et Emerging Sources, un indice supplémentaire, commence en 2005, comme dans mon cas. Donc ici, vous allez voir quelques petites variations. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les garder sélectionnés aujourd'hui. Je vais chercher dans la totalité du contenu auquel j'ai accès. Donc Core Collection et la totalité. Et nous allons faire une première recherche. Une première recherche très simple avec des mots-clés. Donc quand on cherche des mots-clés, c'est une recherche par topic. Et ici, on vous explique un petit peu comment le faire et où est-ce que ça cherche. Ça cherche ces mots-clés dans le titre, l'abstract, les mots-clés des auteurs et Keyword Plus qui sont des mots-clés que Clarivate a ajoutés. Donc je me place dans ce champ, je vais faire une recherche par mots-clés et aujourd'hui j'ai cherché une thématique en relation avec le sport et l'aérodynamique, puisque cet été nous avons eu le Tour de France, le Tour d'Espagne, etc. Et j'ai lu un article qui me semblait très intéressant sur les études d'aérodynamique qui permettent à ces coureurs de gagner en performance. Et on voit également pour les nageurs que leurs maillots de bain ont beaucoup évolué pour qu'ils aient une moindre adhérence à l'eau. Donc ça m'a semblé un sujet intéressant et donc je vais faire une requête pour l'instant en relation avec les sports en général et l'aérodynamique. Alors j'ai écrit deux mots-clés et j'ai écrit un opérateur AND, un opérateur booléen parce que je veux chercher tous les documents qui contiennent ces deux mots-clés. J'ai mis l'opérateur en lettres majuscules mais ce n'est pas nécessaire, c'est uniquement pour des besoins de formation. Je préfère que vous le distinguiez des mots-clés. En ce qui concerne les recherches dans Web of Science, les majuscules, minuscules, c'est la même chose pour l'outil. Il ne fera pas la différence. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et j'utilise également des caractères de remplacement, et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, qui me permettent d'avoir différentes versions d'un mot qui commence par sport ou aérodynamique. Ça peut être le pluriel, comme ça peut être peut-être un mot que je ne connais même pas. Donc ça me permet avec les astérisques, qui remplacent un petit peu tout ce qui peut venir après, d'avoir plus de résultats. Donc je vais faire ma première requête avec ces deux mots, et j'obtiens 374 résultats ici, qu'on voit ici dans cette table avec chaque petit carré, c'est un document. Et dans la page, je crois que j'ai 50 ou 100 résultats, donc je peux bouger d'une page à l'autre avec ici les petites flèches et je peux même écrire, je vais aller directement à la page 5. C'est quelque chose que j'utilise très peu parce qu'en fait ce que je préfère, je vais revenir à la page 1, c'est plutôt les organiser d'une manière différente. Donc la première fois que vous allez faire votre requête, les résultats vont être organisés par pertinence, relevance. En quoi ça consiste, organisé par pertinence? Alors c'est un algorithme qui appartient à notre entreprise, Clarivate, qui va regarder les mots-clés que vous avez cherchés, ou bien autre chose d'ailleurs, et qui va regarder avec quelle fréquence il va trouver ces mots-clés, et où est-ce qu'il va trouver ces mots-clés, et c'est comme ça qu'il va organiser les résultats par pertinence. Et vous voyez que les mots-clés d'ailleurs apparaissent en jaune ici. Dans ce cas-là, ils apparaissent dans le titre et le résumé, et en dessous, on le voit que dans le résumé. Mais vous pouvez organiser ces résultats de différentes manières. Vous avez toute une panoplie d'organisation possible ici. Par exemple, on va voir le document le plus récent. Le document le plus récent a été publié au mois d'août 2022. Et on va regarder aussi, c'est les trois que j'utilise le plus, le document le plus cité. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas un document récent, un document publié en 1985 avec 155 citations. Donc voilà, différentes manières d'organiser. Maintenant, voyons voir ces documents. Ici, on a juste un résumé. Si je clique sur le titre, j'ouvre la notice de ce document. Et là, vous voyez, ce n'est pas un texte intégral, ce n'est pas un PDF, c'est une notice. Et c'est comme ça que vous allez voir apparaître tous les documents dans des notices ou des registres, il y a deux manières de les appeler. La formation est organisée de cette manière. D'abord, nous avons le titre original. Nous avons ensuite les auteurs avec des petits chiffres, vous voyez, à côté de leur nom. Nous avons ensuite information
au sujet de la revue, l'abstract, et vous voyez que les mots que j'ai cherchés apparaissent en jaune, ils sont surlignés. Les mots-clés d'auteur, dans ce cas-là, il n'y en a pas, mais on a les Keyword Plus qui sont différents, qui sont des mots-clés que notre entreprise a rajoutés en regardant les titres des références bibliographiques. Juste en dessous, nous avons, à côté des petits chiffres, les adresses, les affiliations des auteurs qui sont en haut. Comme ça, vous pouvez savoir qui appartient à quelle institution. L'auteur de correspondance et à nouveau de l'information sur la revue. Tout en bas, nous avons les références bibliographiques qui apparaissent. Elles sont toujours indexées dans Web of Science et il y a également des liens quand le document auquel fait référence cet auteur est également dans Web of Science. Et nous avons sur la droite le réseau citationnel. Donc nous voyons à nouveau le lien vers les références bibliographiques et nous voyons les citations reçues par ce document depuis sa publication en 2016. Et c'est également un lien vers les documents citants. Alors tout ce qui est de couleur violette est un lien sur lequel je peux cliquer et que je peux ouvrir. Par exemple, les noms des auteurs, les mots-clés, je peux chercher certains de ces mots-clés aussi. Ça peut me donner des idées en voyant d'autres mots-clés, par exemple, pour améliorer ma recherche. Et maintenant, comment est-ce que je reviens en arrière? Alors, en haut de ma page, je vois tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Dans les 3 petits points, il y a encore plus de choses. Et je vais revenir, juste un pas en arrière à ma liste de résultats par document le plus cité. Et maintenant, on va faire encore un petit peu de théorie pour voir toutes les règles pour faire des requêtes par topic, par thème. Alors, quand on cherche des mots-clés, en anglais, ça veut dire on cherche topic. Et ça va chercher dans 4 champs d'indexation différents qu'on a vu, titre, résumé, mots-clés des auteurs et Keywords Plus. Chose importante, nous allons toujours chercher en anglais. Bien que les documents, les revues indexées dans Web of Science soient dans toutes les langues, dans Web of Science, tout sera traduit à l'anglais. Donc, même si je connais une revue dans une autre langue, dans Web of Science, elle n'apparaîtra pas, le titre n'apparaîtra pas dans la langue originale et le résumé non plus. Tout sera toujours en anglais, donc je vais toujours chercher ces termes en anglais, sinon, tout simplement, je ne trouverai pas. Et pour les documents anciens, avant 91, vous verrez, il y a quelques petites différences. À cette époque-là, nous n'avions pas de mots-clés ni de résumés, nous avions uniquement les titres, les auteurs et les références bibliographiques. En ce qui concerne les opérateurs booléens, ce sont les mêmes partout. Donc il n'y a rien de spécifique à Web of Science, and, or et not. And si je veux y trouver les 2 mots par exemple, ou bien l'un ou l'autre, et not si je veux exclure quelque chose. Quand j'écris un mot à côté de l'autre, c'est comme pour un Google, il va entendre qu'il y a un opérateur booléen AND. Moi, je préfère l'écrire, mais sachez que ce n'est pas forcément nécessaire, sauf si j'ai une requête complexe, à ce moment-là, il faudra l'écrire. Et nous avons des opérateurs booléens plus spécifiques qu'on ne verra pas. Dans le mois de septembre, nous verrons ça dans une formation plus avancée. Il faut commencer avec les bases. Donc, on va commencer avec ceci au cours de ce mois de septembre et de ces 5 séances. En ce qui concerne les caractères de remplacement, celui qui est le plus utilisé est l'astérisque, mais il y en a plusieurs. Je vous laisse ici un lien où les autres sont expliqués, donc je vais l'ouvrir. Et alors ça doit être expliqué ici, wildcards, voilà. Donc il y a l'astérisque, il y a le point d'interrogation et le dollar. Celui-ci, c'est le tout-terrain en fait. C'est pour ça que c'est celui que j'utilise le plus, parce qu'il remplace 0, 1 et plus de caractères. Donc vraiment, le plus pratique à utiliser. Oups, et je reviens à ma présentation plutôt, où j'en étais, voilà. Et en ce qui concerne, quand je cherche une expression spécifique, plus d'un mot, à ce moment-là, ce que je vais utiliser, c'est les guillemets. Parce que si je n'utilise pas les guillemets,
Web of Science va chercher les deux mots séparément et ces deux mots peuvent être dans deux phrases différentes. Là, par exemple, l'hormone de croissance, je peux trouver le mot hormone quelque part et croissance ailleurs, ça n'a rien à voir avec la croissance d'un corps humain. Si je veux exactement une expression, que ce soit un ensemble de mots, un titre ou autre chose, donc je vais utiliser toujours mettre ces mots à l'intérieur des guillemets et dans ce cas-là, Web of Science cherchera exactement ce qu'il y a à l'intérieur de mes guillemets. Donc à prendre en compte aussi. Et ici, je vous laisse un autre lien que vous pourrez examiner si vous voulez continuer à travailler en ce qui concerne les recherches un petit peu plus complexes avec différents opérateurs booléens et comment utiliser les parenthèses. C'est un petit peu partout, il y a juste une petite priorité ici à connaître dans Web of Science, mais pour le reste, ça fonctionne pareil que dans les autres bases de données. Nous ferons des requêtes plus complexes dans une formation avancée. Pour l'instant, on commence par des choses simples. Autre chose à savoir aussi, ce sont les synonymes. Très souvent, dans Web of Science, nous n'avons pas à nous préoccuper du comment nous allons écrire un mot, quelle orthographe nous allons utiliser, ou bien si nous l'utilisons au pluriel ou au singulier, parce que nous avons un dictionnaire de synonymes qui est inclus dans Web of Science, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et qui, par exemple, prend en compte certains mots qui sont écrits différemment en fonction de l'orthographe américaine ou britannique. Eh bien, en cherchant une orthographe ou l'autre, en écrivant une orthographe ou l'autre, Web of Science va chercher les deux versions. Pour les pluriels et les singuliers, il les prend en compte aussi en général. Par exemple, sport and sports, c'est pris en compte dans le dictionnaire. J'ai quand même mis un astérisque au cas où il y aurait d'autres mots que je ne connaisse pas, qui commencent avec la même racine. Et il y a aussi ces mots-là qui sont des orthographes totalement différentes en fonction du pluriel ou du singulier. Donc que j'écrive mouse au singulier ou mice au pluriel, Web of Science cherchera les deux versions. Et nous avons d'autres types de synonymes qui viennent historiquement, ça se dit différemment sur un continent et sur l'autre. Et par exemple, on a ici les astronautes américains, c'est la même chose que les cosmonautes russes, c'est tout simplement quelque chose d'historique et ça continue aujourd'hui à se dire différemment. Dans la même publication, on peut trouver les deux noms, on dira les astronautes américains et les cosmonautes russes, quoique peut-être que ça va changer dans le futur. Donc plus d'informations ici derrière ce lien si vous voulez voir une partie du dictionnaire de synonymes, seulement une partie, parce que tout le dictionnaire n'est pas accessible au public. Ce serait un fichier beaucoup trop gros. Alors maintenant, on va revenir à notre liste. Voilà. Et nous allons voir comment organiser nos résultats. Plutôt affiner nos résultats, puisque l'organisation, on l'a vu, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être remettre ma liste par le plus récent. Alors, si je trouve que j'ai beaucoup de résultats, il y a différentes manières d'affiner ma requête. Par exemple, je peux ici la rouvrir, je n'ai pas besoin de venir à la page initiale, je peux la rouvrir et la modifier. Imaginons par exemple que maintenant je ne veux plus voir tous les sports, je veux voir uniquement l'aérodynamique et les cyclistes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai préparée ici, je vais la copier, je vais la coller, ça ira plus vite. Je vais changer tout simplement, voilà. Et alors j'en ai créé une autre, ah oui, et puis il me manque ici l'astérisque. Et j'ai pensé que peut-être avec le mot bicycle ou cycliste, peut-être que ce serait suffisant. Donc l'un ou l'autre et le mot aérodynamique. Donc là, j'utilise des parenthèses. Je veux sur le mot aérodynamique et l'un de ces deux-là. Donc je recherche et j'ai 290 résultats. Donc c'est une manière d'affiner et vous pouvez affiner avec plein d'autres choses parce que vous pouvez continuer à rajouter des lignes. Ok? Donc, et là, vous avez plein d'autres champs avec lesquels vous pouvez croiser. Donc on va rester sur ça aujourd'hui. Et vous avez une autre manière d'affiner, ce sont avec tous les filtres que vous avez ici du côté gauche. Alors on va en faire quelques-uns. On va commencer par des simples. Par exemple, j'aimerais des publications récentes. Là, j'ai les 5 années les plus récentes, mais on va voir depuis le début. La plus ancienne est de 1991. Eh bien, je vais affiner et on va dire que je vais choisir depuis 2017 par exemple.
Depuis 2017, je choisis et le reste, je l'écarte. Refine. Et combien de résultats me reste-t-il? Il me reste 134 résultats. Et on va en choisir un autre de filtre. Alors, type de document, j'ai 5 types de documents. Là, plutôt que de faire un refine, je vais plutôt faire un exclude. Pour les types de documents, il vaut mieux exclure ce qu'on ne veut pas. Donc, je vais garder les articles, les conference proceedings, les articles de synthèse, les documents qui n'ont pas encore une date finale de publication, mais qui ont déjà été mis en ligne par les revues qui ont été sélectionnées. Mais je vais écarter les livres aujourd'hui. Je vais écarter les chapitres de livres. Donc, je clique Exclude. Il y en a un. Donc, je devrais descendre à... J'étais à 134. Ouais, je devrais descendre à 133. Et donc, vous voyez ma requête. Et voyez les filtres que j'ai appliqués ici qui apparaissent en haut de la page. Et je peux revenir en arrière en éliminant un filtre ou en éliminant l'autre. Et je peux les éliminer tous d'un coup aussi. Donc c'est aussi simple que ça pour revenir en arrière et jouer avec ma requête et voir ceux qui s'appliquent. Alors je vous disais qu'il est important de chercher toujours en anglais. Il y a un filtre supplémentaire que j'utilise pas souvent. C'est juste pour que vous voyez, c'est mieux quand on le voit, qu'il y a différentes langues qui apparaissent. Dans ce cas-là, vous voyez, il y a un document également en espagnol. Donc je vais vous le montrer, celui-là, je vais faire un refine. Ce document est, vous voyez, dans une revue avec un titre espagnol, donc la langue originale c'est l'espagnol et ça va apparaître ici, langue originale espagnole, mais comme vous pouvez le voir, dans Web of Science, sa notice apparaît en anglais. C'est un des critères pour être indexé dans Web of Science. Il est indispensable que la revue nous donne cette information traduite à l'anglais, sinon nous n'allons pas pouvoir l'indexer. Donc si je cherche en particulier ce document, eh bien en cherchant son titre et ses mots-clés en espagnol, je ne les trouverai pas. Il faudra que je cherche en anglais pour le trouver. Voilà, donc juste pour que vous voyez que ça apparaît toujours en anglais dans Web of Science, même si la langue originale est différente. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je vais enlever ce filtre-là pour revenir à ma liste de tous les documents. Donc là, 133 documents. Donc ça, c'était pour le tout début, l'introduction et comment commencer à faire des requêtes, en fait, des recherches. Si j'ai des questions, des doutes, comment est-ce que je peux trouver des réponses à mes questions? La plupart de ces réponses sont derrière ce point d'interrogation qu'on a ici toujours en bas à droite de votre page. Alors je vais revenir à la page initiale, comme ça ce sera plus simple pour moi de vous le montrer, de vous montrer tout ce qu'il y a derrière ce point d'interrogation. Donc d'ailleurs je ne vais pas tout vous montrer, on va y aller petit à petit. Alors on va commencer par les visites guidées. D'ailleurs la première fois que vous allez rentrer, vous allez voir il y a des visites guidées qui vont s'ouvrir automatiquement, on va vous proposer de vous guider. Et vous pouvez les retrouver ici à n'importe quel moment. Donc elles sont en anglais, ces visites guidées, mais elles sont vraiment très simples. Par exemple, si je regarde Search Tools, vous allez voir comment ça marche. Donc Get Started, commençons. Donc il me dit, bah voilà, quand vous cherchez une phrase exacte, il faut mettre des guillemets. Ensuite, on vous explique les caractères de remplacement. Ensuite, on vous explique les opérateurs booléens. Et voilà pour ce tour guidé qui est très court et très simple en anglais, mais très utile. Alors là, je suis dans une page de requête, donc je vois les 3 tours guidés pour une requête. J'en ai beaucoup plus des visites guidées, ça dépend où je suis. Si je suis dans une notice de document, on va me proposer d'autres visites guidées en relation avec comment lire cette notice de document. Si je suis dans une liste de résultats, on va me proposer des visites guidées en relation avec comment est-ce que je travaille avec cette liste de résultats. Donc voilà, il y en a pas mal et ils vont apparaître en fonction du lieu où vous êtes et ils vont vous proposer de vous guider pour en apprendre un petit peu plus. Donc ça, c'est la première option. La deuxième, c'est l'aide en ligne. Alors l'aide en ligne, elle est ici, Help Guide.
on l'ouvre. Donc ça, vous pouvez le marquer comme vos favoris aussi. Vous voyez, moi par exemple, je l'ai gardé ici en haut. Et cette aide en ligne, elle existe également dans diverses langues. Donc là, comme j'étais avec l'interface en anglais, elle m'apparaît en anglais, sinon elle m'apparaîtrait dans une autre langue. J'ai le menu ici du côté gauche et je peux ouvrir et revoir ici, par exemple, Spelling Variations. Là, c'est les synonymes, par exemple, dont je vous parlais. Vous voyez, on a ici une liste, pas complète, mais ça vous permet de voir un petit peu comment ça marche. Et si je cherche autre chose, par exemple, on va rechercher les caractères de remplacement, wildcards en anglais. Donc je fais une requête en haut, une recherche. En général, le premier, c'est le bon. Et alors, je vais regarder, des fois, c'est ouvert, voilà. Dans l'article qui est très long, il a ouvert la section qui parle des caractères de remplacement. Donc vous voyez à nouveau, tout ça est bien expliqué. Donc là, j'ai l'article en anglais, mais comme je vous le disais, ces articles existent dans toutes les langues. Ok. Donc je ne vais pas passer à l'arabe parce qu'après, j'ai du mal à revenir en arrière parce que je m'y perds complètement. Mais vous voyez ici, vous pouvez avoir cet article également dans les diverses langues en cliquant ici sur le globe. Donc voilà une deuxième manière d'avoir de l'aide. Et la dernière, donc si vraiment vous êtes complètement bloqué, en bas de page, alors là il faut que je descende beaucoup maintenant, en bas de page dans cette barre qui est en noir, vous avez un lien qui est Product Support. Ok, donc c'est l'assistance des utilisateurs. Donc si je clique sur cette page, j'arrive à nouveau sur une page en anglais. Et vous pouvez envoyer une question. Moi, je préfère l'email, franchement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais chacun, vous avez différentes options. Vous avez derrière l'email et derrière toutes ces options, une équipe internationale qui fait les 3-8 en fait, donc 24 heures sur 24. Ils reçoivent des requêtes dans différentes langues. Ils ont l'habitude, mais ils répondent toujours en anglais. Ils utilisent des traducteurs automatiques pour comprendre votre requête et pour vous répondre. Des fois, c'est pas parfait le traducteur automatique. Donc, si vous dominez l'anglais, c'est mieux. Le français, c'est pas mal. L'arabe, je sais pas, j'ai jamais écrit dans cette langue-là, donc je peux pas juger de la qualité des réponses quand on écrit en arabe. Mais dans d'autres langues, j'ai pu juger que les réponses qui provenaient dans diverses langues étaient correctes. La question avait bien été comprise. Donc voilà pour diverses options. Moi, je préfère l'email, donc si je clique ici dans l'email, vous allez voir à la fin. Donc l'email c'est celui-ci, wassupport.clarivate.com. Ne vous inquiétez pas, je vous le montrerai à nouveau à la fin de ma présentation. Donc c'est l'email que moi-même j'utilise aussi tous les jours, plusieurs fois. Quand j'ai des questions qui m'arrivent d'utilisateurs, je préfère directement les envoyer là, puisque je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc le mieux c'est de contacter cette équipe, ils vous répondront au moins dans un premier lieu dans les 24 heures, ce qui est impossible pour des formateurs, puisque nous sommes en direct très souvent, donc nous ne pouvons pas répondre aux questions qui nous arrivent. Donc voilà comment trouver de l'aide, différentes choses pour commencer quand vous avez des doutes. Les visites guidées, le fichier d'aide, ou bien contacter notre équipe d'assistance. Maintenant, nous allons passer au deuxième chapitre de cette formation. Alors, là, c'est ma présentation. J'ai fait grâce en direct ce que j'avais dans ma présentation. Donc, on va avancer un petit peu plus. On a fait tout ceci. Et maintenant, on arrive ici aux textes intégraux, les textes complets, en fait. Quand je suis intéressée par une notice que j'ai vue, et maintenant, j'en ai pas assez avec le résumé, je veux vraiment trouver le PDF. Comment est-ce que je fais? Alors, diverses options s'offrent à nous. Donc, comme vous avez pu le voir dans Web of Science, donc là, je reviens et je vais rouvrir, je vais la refaire, tiens. Donc, on n'a pas de PDF. Dans une notice, ce n'est pas un PDF, c'est un résumé. Donc, comment est-ce que je peux trouver ces PDF? Donc, on a des options qui s'offrent à nous grâce à notre collaboration avec une entité externe qui s'appelle Our Research, qui est une organisation
une organisation sans but lucratif. Quand elle a été créée, cette organisation, elle s'appelait Impact Story. Et d'ailleurs, Clarivate a participé au financement de cette association qui a pour objectif, un objectif vraiment sans but lucratif, qui a pour objectif regrouper sous une même plateforme tous les liens disponibles vers des PDF, des copies légales, là où elles existent. Donc parfois ça provient de revues en accès libre et parfois ça provient de dépôts institutionnels ou dépôts spécifiques. Donc comme il y a des dizaines de milliers de lieux où nous allons pouvoir trouver ces PDF, c'est impossible pour un chercheur d'aller les chercher un par un. Et en plus, il y a des copies qui sont illégales, donc c'est un petit peu dangereux tout ceci. Donc cette entreprise, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un algorithme, et d'ailleurs ils ont leur propre outil qui s'appelle Unpaywall, qui permet facilement, en fonction de la page où je suis, de chercher un lien vers le PDF en accès libre quand il existe quelque part. Et donc, en collaborant avec cette entreprise, nous avons dans Web of Science des liens qui apparaissent et je vais vous montrer comment est-ce qu'ils apparaissent. On va retourner dans l'outil. Donc, comme quand nous sommes dans une liste de résultats, donc là j'ai 374 résultats, j'ai un filtre rapide qui me permet de voir que parmi ces 374, j'en ai 180 pour lequel j'ai accès librement à un PDF. L'icône, c'est l'icône du cadenas en fait. Et le cadenas, dans ce cas-là, il est ouvert. Donc le premier, par exemple, dans ma liste, le plus récent, il a cette petite icône, un cadenas ouvert, qui m'indique j'ai accès au PDF. Et juste en bas, eh bien, j'ai le lien. Free Full Text from Publisher, donc j'ai le lien qui m'amène vers la page de l'éditeur. Donc je clique et j'arrive sur la page de l'éditeur et normalement, View Full Text ou Download PDF. Voilà, dans ce cas-là, c'est gratuit puisque c'est une revue en accès libre. Donc voilà, j'ai pas à chercher, je clique simplement sur le lien et des fois j'atterris sur la page de l'éditeur et des fois j'atterris directement sur un PDF. Donc je vois ça depuis ma liste déjà, tout en bas. Quand c'est marqué Free et qu'il y a le cadenas, pas de souci, je peux y aller. Et quand j'ouvre un document, on va par exemple ouvrir celui-ci, allez, ou un autre. Les options apparaissent en haut de la notice. Donc Free Full Text from Publisher, donc ça c'est le deuxième. Et parfois j'ai plus d'une option. Alors celui-là non plus, voyons voir. Alors peut-être que je vais continuer jusqu'à ce que j'en trouve un avec plus une option. Est-ce que je vais avoir de la chance ou pas? Ah, ça y est, voilà, le sixième, j'ai plus une option. Donc Free Full Text from Publisher, donc j'ai un lien, je vais cliquer ce lien-là et on va voir où est-ce qu'on atterrit. Alors la revue, je crois que c'était la même, je suis plus sûre, mais on va voir. Alors, ah non, c'est pas la même revue. Et voilà, PDF, je peux le télécharger. Et alors, on va revenir en arrière, on va fermer ceci. Et à côté, j'ai un lien supplémentaire. Alors là, tiens, j'en ai deux même. Donc là, j'ai également deux versions qui sont dans deux dépôts différents. Un article publié et un article pas encore publié et accepté. Donc en fait, c'est deux versions différentes. Et on va voir quel est ce dépôt. Et dans ce cas-là, on va aux États-Unis, NIH, pour la PubMed Central. Et normalement, voilà, j'ai le lien à PDF ici. Et l'autre, voyons voir, l'autre, où est-ce qu'il va nous amener? Alors là, normalement, ce ne serait pas la version finale. Ça devrait être un... Ah si, quand même la version finale. Et là, il est dans un repository et le lien, j'arrive pas à le voir. Mais voilà, je pense qu'il est caché derrière ici et moi je ne le vois pas. Mais donc vous voyez, vous avez ces diverses options. Alors je vais fermer tout ça pour revenir à ma page initiale. Donc quand vous êtes sur une notice, les liens sont au-dessus. Et quand vous êtes... Ah non, il faut que je revienne à ma liste. Là j'en ai pas mal les documents. Une liste, une liste, une liste. Voilà, la liste ici. Je reviens à ma liste. Quand vous êtes dans la liste, les liens apparaissent ici en bas. Et parfois, on tombe sur des documents alors qui ne sont pas en accès libre. Alors voyons voir, voyons voir, voyons voir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse.
Je vais montrer Open Access et Exclude. Et je vais voir ceux pour lesquels on n'a pas ces liens gratuits. Donc dans ce cas-là, normalement, ça va m'amener à une page où je ne vais pas pouvoir télécharger le PDF. Donc dans ce cas-là, soit vous payez, soit vous utilisez les abonnements en fait, les abonnements de votre institution. Donc dans ce cas-là, moi comme je ne peux pas rentrer, je ne vais pas pouvoir télécharger le PDF, mais je suis sûre que vous avez un abonnement avec Science Direct et vous pourrez le faire. Vous avez au moins le lien qui existe ici. Donc voilà pour les différentes manières de trouver les PDF, ou bien en accès libre, ou bien en accès payant, mais vous avez pas mal d'accès payants que vous pouvez utiliser et vous avez au moins les liens dont vous pouvez profiter. Une dernière chose, alors là je reviens en arrière, je vais me remettre dans les accès libres plutôt. Pour les accès libres, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai également ce petit icône ici qui apparaît. Qu'est-ce que c'est que cette petite icône qui s'appelle en fait EndNote Click? C'est quelque chose que vous pouvez installer gratuitement dans votre navigateur et je vais le présenter rapidement pour que vous sachiez que ça existe et plus en avant dans une recherche avancée, j'expliquerai un peu plus comment l'installer. Alors, là, c'est un résumé de toutes les options. EndNote Click, qu'est-ce que c'est que EndNote Click? Donc, c'est un outil gratuit de notre entreprise, Clarivate, mais n'importe qui peut l'utiliser. Et cet outil, il est installé, vous l'installez dans votre navigateur favori. Ça peut être Chrome, ça peut être Firefox ou Opera. Il suffit d'aller à ce lien-là pour l'installer. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'il est installé, où que vous soyez, dans Web of Science ou ailleurs, EndNote Click va travailler pour vous et va vous proposer d'ouvrir des PDF aussi. Donc c'est très pratique parce que ça cherche aussi en dehors de Web of Science et ça va utiliser le même algorithme que unpaywall et ça va toujours chercher également des copies légales de ces PDF. Donc là, vous voyez, ça fonctionne en dehors aussi de Web of Science et pas uniquement dans Web of Science. Et là, on voit un exemple dans PubMed aussi, ça va marcher. Donc vous pouvez l'installer si vous le désirez. Moi, je l'ai installé, je l'utilise très souvent. Donc on va voir comment ça marche. Ici, je reviens à ma page. Donc le petit icône, il est sur la gauche. Et là, il est en train de me dire, donc j'ai une croix et j'ai deux clics qui me dit je l'ai trouvé à deux endroits différents et si je veux voir ce PDF, je n'ai qu'à cliquer. Alors je laisse ma souris ici, View PDF, je clique et il va m'ouvrir directement le PDF. Je vais fermer tout ça. Il va m'ouvrir le PDF dans ma page EndNote Click où j'ai tous les PDF qui sont gardés à chaque fois que je les ouvre. Parce qu'en fait, quand je crée un compte, quand j'installe cet outil, j'ai également dans le cloud un espace personnel où tous les PDF vont être regardés. Bon là ça prend un petit peu de temps, mais il va me l'ouvrir. Et à partir de là, j'ai des options différentes qui apparaissent sur la gauche. Alors aujourd'hui c'est un petit peu lent, mais on va attendre quand même que le PDF s'ouvre. Parce que ça marche bien, de toute façon. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est lent. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être ma connexion Internet. Je trouvais que Web of Science était également un petit peu lent. Alors peut-être qu'il s'est bloqué là. Allez, je vais rafraîchir cette page. Non, peut-être que c'était un grand PDF alors. Bon, toujours est-il qu'il va s'ouvrir ici. Ah non, là ça recommence depuis le début. Bon, c'est pas grave. Donc toujours est-il que je n'ai qu'à cliquer une fois et normalement il s'ouvre ici. Et puis de toute façon, ça, je le remontrerai plus en avant, où je vous montrerai comment l'installer, comment le configurer. Donc ça, ce sera plus dans une formation avancée. Et puis toutes les utilisations qu'on peut faire de EndNote Click. Alors, je reviens à ma page initiale et ici, bon, ceux qui veulent commencer, je leur laisse ici plein de liens différents. Donc ça, c'est pour l'installation. Ici, on a un petit guide
qui explique aussi comment commencer à l'utiliser. Le nom antérieur de AnotClick était Copernio, donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ok, Copernio c'était l'ancien nom, maintenant c'est AnotClick. Il y a même quelques ressources pour les bibliothèques et si vous voulez voir en termes de sécurité comment ça marche. Nous arrivons maintenant au troisième chapitre de cette formation. Nous continuons donc avec ce chapitre 3. Comment est-ce que vous pouvez garder tout votre travail? Pour ça, il faut être identifié. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette troisième et dernière partie. Il faut créer un compte Clarivate. Et quand on crée un compte Clarivate pour accéder à Web of Science, il y a plein d'avantages qu'on voit ici dans cette liste. On peut garder nos recherches les plus intéressantes, créer des alertes, garder des listes de documents et également tout ce que je fais va être gardé dans mon historique et plein d'autres avantages. On va se centrer sur les 3 premières aujourd'hui. Et la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un compte Clarivate? Comment est-ce que je vais le créer? Donc je vais vous le montrer à travers des diapositives puisque c'est quelque chose que moi j'ai déjà fait. Quand vous rentrez dans Web of Science, vous êtes au départ une personne anonyme et vous pouvez l'utiliser de manière totalement anonyme. Mais si vous voulez garder votre travail, à ce moment-là, il faut que vous vous identifiez, il faut que vous ayez un compte. Et donc pour cela, pour créer ce compte, il faut aller à Register en haut à droite et créer ce compte avec une adresse email et un nom. Une fois que vous avez créé ce compte, donc vous avez une confirmation, un email de confirmation, la prochaine fois que vous allez rentrer, vous allez faire un sign in, c'est-à-dire je m'identifie. Donc j'ai déjà un compte, j'utilise ici mon adresse email, mon mot de passe et une fois que je m'identifie, j'ai mon nom qui va apparaître en haut à droite et vous allez voir que c'est le cas pour moi. Quand on a un compte Web of Science, il faut, très important, c'est un compte unique que je vais pouvoir utiliser pour tous les outils qui appartiennent à notre entreprise Clarivate. Et on va en voir d'autres tout au long de cette formation. On va voir par exemple la plateforme pour les revues scientifiques, Journal Citation Reports. On va voir Insights par exemple. Donc c'est un compte unique. Si vous changez le mot de passe d'un côté ou d'un autre, eh bien vous le changez pour tous les outils. Donc c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Et je vais vous montrer moi, j'ai fait le sign-in et donc maintenant je n'ai plus Register et Sign-in qui apparaissent ici, j'ai mon nom qui apparaît avec mon compte, je suis identifié. Donc voilà la différence. Une fois qu'on a créé le compte et qu'on s'identifie. D'ailleurs, si je clique sur la petite flèche ici, je peux configurer mes préférences également dans General Settings. Par exemple, quand je rentre dans la base de données, quelle est l'interface que je préfère utiliser? Dans mon cas, c'est l'interface en anglais avec laquelle je travaille le plus souvent. Quand je fais des requêtes, je préfère avoir un seul champ qui est un champ topic, c'est toujours comme ça que je commence, mais vous avez l'option d'avoir 3 champs différents pour faire toujours des requêtes complexes. Ici, ce sont vos préférences, et d'ailleurs, j'aime bien commencer avec uniquement la Core Collection, mais ça va dépendre d'un utilisateur à l'autre. Et quand j'ai une liste de documents qui s'affichent, j'aime bien les voir en premier organisés par pertinence. Je peux également ici choisir ma préférence, garder ma préférence et comme ça, quand je travaille de manière identifiée, Web of Science va prendre en compte mes préférences en termes de langage, en termes de requêtes et en termes d'organisation de résultats. Donc voilà une des choses que l'on peut faire quand on a un compte. Deuxième chose, alors maintenant on va parler de garder mon travail. Et mon travail, il est gardé ici sur la gauche dans ce menu que je peux ouvrir ici. Et on va commencer par l'historique. Alors l'historique, c'est tout ce que j'ai fait en fait. C'est comme pour Internet, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors dans cet historique, on voit tout ce que j'ai fait, les requêtes et les documents. On a une ligne pour chacun d'entre eux. Et on voit la date,
on voit l'heure à laquelle ça a été fait, on voit la base de données dans laquelle j'ai effectué cette requête où se trouve ce document et on a un indicateur ici, un lien pour copier le lien à ce document et l'envoyer à quelqu'un, par exemple, ou copier le lien de cette requête et l'envoyer à quelqu'un, une tierce personne, un collaborateur, dire tiens, je viens de faire une nouvelle requête, regarde, ouvre ce lien, et cette personne, ben, quand elle ouvre ce lien, elle va dans son ordinateur, ça va faire la même requête et il va avoir soit le même nombre de résultats s'il a les mêmes abonnements, soit peut-être des petites variations en fonction d'une institution ou d'une autre. Ça dépend toujours, les accès dépendent toujours de l'abonnement. Et nous avons également ici une petite cloche qui est pour la création des alertes qu'on va voir plus loin. Donc rappelez-vous que vous pouvez également créer des alertes depuis l'historique. Alors, quand je ne suis pas identifiée, alors on va imaginer ici je ne suis pas identifiée, dans mon historique j'ai uniquement ce que j'ai fait current session. Aujourd'hui dans cette séance, quand je ferme Web of Science et quand je reviens, l'historique est vide, je perds tout. Par contre, quand je suis identifiée, et c'est le cas aujourd'hui, c'est quasiment le cas à chaque fois que je travaille, je m'identifie, je fais le sign-in. Dans ce cas-là, mon historique va être gardé pendant une année. Et voilà, je vais compiler, donc vous voyez, tout ce que j'ai fait dans la dernière année est organisé ici. Donc je peux à n'importe quel moment revenir en arrière et choisir, rouvrir ce que j'ai fait à ce moment-là. D'ailleurs, la liste, elle est tellement longue que je peux la filtrer par date et je peux également décider est-ce que je vois que les requêtes ou est-ce que je vois aussi les documents. Donc il y a aussi des manières ici de filtrer. Alors là, par exemple, je vais rouvrir quelque chose d'ancien que j'ai regardé au mois de janvier. Donc c'était il y a déjà un bon moment au mois de janvier. Alors, oups, ça c'était... Alors pourquoi? Ah oui, bah ça c'était l'année dernière. Ok. Donc là j'étais un peu trop en bas. Ça c'était il y a un an. Voilà. Janvier de cette année. Janvier 2022. Alors vous allez voir tout ce que j'ai fait ce jour-là. C'était une recherche en rapport avec les biocombustibles faits à partir d'algues. J'avais affiné par les années les plus récentes. Et là, je voulais voir aussi les publications du département de l'énergie aux États-Unis. Mais bon, j'ai fait plein de choses, donc on va ouvrir celui-là, par exemple. Donc, quelque chose que j'ai fait en janvier, à cette époque-là, j'avais 76 résultats pour cette requête. Et si je rouvre cette liste, ça veut dire que Web of Science refait la même requête qu'au mois de janvier, mais cette fois-ci j'ai 85 résultats parce que j'ai des nouveaux résultats plus récents que je n'avais pas à cette époque-là. Vous voyez, depuis janvier, il y a tout ceci qui a été rajouté et donc c'est pour ça qu'en fait ça s'actualise. Ça refait la requête, mais si je la fais beaucoup plus tard, ça va être actualisé automatiquement. Là, c'est une autre option aussi, pas pour garder mon travail, mais pour le partager à nouveau, le partager avec quelqu'un, une tierce personne, copier cette requête ici et coller le lien dans un email, dans un document et l'envoyer à quelqu'un pour qu'il le refasse, cette même requête. Donc c'est également possible. Et maintenant, quand je veux garder moi mes choses préférées, donc comment je fais? Je vais créer mes alertes et sauvegarder mes recherches. Et le bouton, c'est toujours le signal, c'est la petite cloche. La petite cloche, elle est là. Donc la petite cloche, on l'a vue quand j'étais dans mon historique, d'abord. Et elle apparaît également juste à côté d'une requête que j'ai fait. Donc si je clique ici sur Create Alert, ça va garder la requête et les filtres en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon historique et pas le faire pour cette requête-là. Je vais le faire pour celle d'aujourd'hui en fait, que j'ai pas encore gardée. Et bien celle-ci. Bicycle and Aerodynamics, les années récentes. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais enlever ceci parce que je vais la garder pendant des années, cette alerte. Je veux voir ce qui arrive en 2022, en 2023. Donc, Create Alert.
et je vais l'appeler Aerodynamics for Cycling. Allez. Et là, j'ai une petite case que je peux cocher ou pas. Je vais la laisser cocher, vous allez voir la différence. Donc, je la crée. Voilà. Donc, alert created successfully. OK. Et je vais aller à mon menu. Donc, tout ce que j'enregistre est ici. Dans Saved Searches and Alerts, on va voir toutes les choses que j'ai gardées. Et donc, il y a plusieurs onglets ici. On va se centrer aujourd'hui sur les alertes de requêtes. Et c'est celle que je viens de créer ici. Aerodynamics for Cycling. Des fois, quand j'en ai beaucoup, je peux les réorganiser de différentes manières avec ce menu-là. Et on va voir plus d'options. On va apprendre comment configurer cette alerte. Alors, on voit les mots que j'ai cherchés, dans quelle base de données j'ai cherché. Et pour l'instant, j'ai une alerte qui est active, c'est-à-dire que dans une semaine, ou bien je vais choisir dans un mois, allez, dans un mois, à partir d'aujourd'hui, Web of Science va refaire cette recherche automatiquement et va m'envoyer à ma boîte mail les nouveaux documents qui répondent à cette requête, ceux qui ne sont pas dans Web of Science aujourd'hui. Donc c'est une manière très simple de faire un suivi par rapport à une thématique qui vous paraît très intéressante, que vous avez besoin de suivre régulièrement. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire cette requête avec une certaine fréquence. Web of Science peut le faire automatiquement pour vous. Et d'ailleurs, le résultat de cette requête peut arriver à plusieurs emails. Ici, c'est le mien par défaut, mais vous pouvez mettre par exemple un groupe d'auteurs, un département, avec leur accord bien entendu. Donc vous pouvez faire des requêtes personnelles, mais vous pouvez également créer des requêtes pour des groupes de personnes et que chacun reçoive le résultat de cette requête avec une fréquence déterminée. Et quand je reçois cette notification, à quoi elle ressemble? Donc on va descendre un petit peu, là c'est tout ce qu'on a fait. La notification, alors ça c'est ce qu'on est en train de faire, voilà. La notification, voilà à quoi elle ressemble, ça c'est l'email que j'ai reçu et qui me dit félicitations, vous avez reçu une nouvelle alerte et il y a 25 nouveaux documents qui répondent à votre requête depuis le 9 septembre. Et dans la liste, il me montre que les 5 plus pertinents, et j'ai des liens, je peux les ouvrir séparément, ou bien je peux ouvrir les 21 en cliquant sur ce lien qui m'amène à Web of Science. Et si dans 6 mois, je reclique sur ces 21, je ne verrai que ces 21 à une date déterminée, le jour où j'ai reçu cette alerte. Là, dans ce cas-là, ça ne s'actualise pas. Si je veux voir tout ce qu'il y a de plus récent depuis une certaine date, à ce moment-là, ce que je ferai moi-même, donc ce que je peux faire, c'est avoir également, alors là, je vais mettre inactive, c'est une autre manière de travailler, je n'ai plus d'alerte. Dans ce cas-là, j'ai uniquement une requête. Donc, plus d'alerte, une requête, c'est moi qui vais décider quand est-ce que je vais la refaire. Dans 6 mois, dans un an. Donc là, je n'ai plus une alerte automatique. On va dire que je vais refaire cette recherche et pas sur les dernières années. Je vais choisir ici, par exemple, year to date, allez, depuis le début de l'année, mais vous voyez, je peux mettre un intervalle de temps déterminé, je peux mettre les 4 dernières semaines, donc c'est à moi de décider, et dans ce cas-là, je vais dire depuis le début de l'année, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau en ce qui concerne cette recherche, et il y a 13 documents. Ok? Donc c'est deux manières de travailler, une automatique avec les alertes, ou bien moi, de manière manuelle, je peux avoir un mix d'ailleurs, je peux avoir des alertes et des requêtes, certaines que je veux de manière automatique, et celle-là je vais la remettre active, et d'autres, vous voyez, j'en ai pas mal, je les ai mis en inactif, c'est juste des exemples, parce que sinon je reçois trop de notifications. Donc je vais garder uniquement celle-là comme active et les autres, je les ai gardées là parce qu'au cas où, je les refais très rapidement et je peux voir dans la dernière année, les 2 dernières années, elle est simple celle-là, mais bon,
quand vous en avez des compliqués et que vous avez mis du temps à les créer, ça vaut quand même le coup de les garder et de les refaire a posteriori. Donc voilà comment créer des requêtes des alertes de requêtes. Vous avez également la possibilité de créer des alertes de citation pour des documents. Alors comment on fait? Donc vous voyez, j'en ai deux ici. Je vais par exemple rouvrir ce document. Ça peut être un document dont vous êtes l'auteur, ou ça peut être un document qui vous semble très intéressant et vous voulez voir un petit peu comment ça évolue. Comment est-ce que cette découverte se développe en fait dans les années qui suivent. Et donc là, il y a déjà 8000 citations. Je suis en train de le suivre parce que c'est un document hautement cité. Comment est-ce que je crée cette alerte de citation? Vous voyez, à nouveau, on a la petite cloche ici, Create Citation Alert. Donc c'est différent à ce moment-là. Cette alerte, elle va arriver dans ma boîte mail à chaque fois que ce document va recevoir de nouvelles citations. Et il me semble que j'ai un exemple également dans ma présentation. Voilà. Greetings, you have a citation alert. Donc là, c'est différent. Donc on sait le document en question puisqu'il y a le titre. Et il me dit il a reçu 22 citations depuis la dernière fois, depuis le 31 août. Et on a les détails des 22 documents citants. Donc ça, moi je trouve que c'est très intéressant. Moi par exemple, je suis en train de le suivre pour mes publications. Comme ça, je sais qui est-ce qui cite mon travail. Mais on peut le faire pour n'importe quel autre type de document et vous pouvez les configurer de la même manière. Les préférences avec donc c'est active et à quels emails ça arrive. Ça peut arriver à un email ou à plusieurs emails, par exemple un email les emails des co-auteurs, par exemple, d'une publication. Alors maintenant, on passe aux listes de documents. Il est également possible de garder des listes de documents dans Web of Science. Et vous pouvez en garder pas mal de listes de documents. Vous pouvez en garder jusqu'à 50. Alors comment ça marche ces listes de documents? Alors on va revenir à mes résultats. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'historique, ça va aller plus rapide. Book Chapters, celui-là. Voilà. Donc là, j'avais pas les années. Alors, voyons voir comment garder ces listes de résultats. Imaginons ici que je veux garder alors on va en sélectionner quelques-uns. Je peux les sélectionner ceux que je veux garder un par un, ou bien ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les plus cités, Citation Highest, et je vais prendre la première page, les 50 plus cités, voilà. Allez, on va faire ça. Donc j'en ai sélectionné 50 et je vais les ajouter. Ça s'appelle une marque liste et j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je peux l'ajouter à une liste déjà existante parce que j'en ai déjà créé quelques-unes. Imaginons que je refais ça dans 6 mois et je veux mettre ma liste à jour. Dans ce cas-là, je vais rajouter ces nouveaux résultats à une liste existante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des nouveaux résultats puisque je pars de zéro, je n'ai jamais créé de liste à ce sujet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle liste. J'aurai aussi une troisième option, c'est de les mettre dans un classeur et les organiser après. Mais je sais que dans ce classeur, j'ai déjà des choses mélangées. Donc ce que je vais faire, je vais directement créer une nouvelle liste et je vais lui donner un nom. Aerodynamics for cycling. Et je vais mettre citations highest. Je ne suis pas obligée, mais bon, je peux mettre aussi un petit descriptif ici. Voilà. Create mark list. Voilà. Ma liste est maintenant créée. Et je vais maintenant aller voir mes listes. Donc vous voyez, j'avais un petit point violet ici et 603 qui apparaît parce que quand j'ouvre ici, avant de voir mes listes bien organisées, j'en ai 10 maintenant, je tombe d'abord sur un onglet
qui m'indique que j'ai 603 documents qui ne sont pas organisés. Donc, je vais les laisser là pour l'instant. J'y reviendrai ensuite. Je vais plutôt aller à ma liste que mes listes que j'ai gardées et celle-ci, c'est celle que je viens de créer. Voilà. Où il y a 50 documents et vous voyez toutes celles que j'ai ici qui apparaissent. Le maximum, c'est 50 listes. 50 listes, si vous voulez en créer une 51, eh ben, il va falloir vous défaire d'une autre, en fait, d'une plus vieille. Et dans chacune de ces listes, vous pouvez garder jusqu'à 50 000 documents. Donc c'est pas mal quand même. Si vous voulez changer le nom de cette liste, Edit Details, je peux changer le nom, la description. Pour moi, ça va puisque je viens de la créer. Ce que je peux faire aussi, c'est me défaire d'une vieille liste, par exemple. Imaginons que je veux me défaire de celles-ci qui sont vieilles. Donc, je les sélectionne et ensuite, je vais à Delete. Donc, c'est une manière de m'en défaire, mais moi, je vais les garder. C'est juste une simulation. Et une autre chose que vous pouvez faire, c'est continuer à organiser vos listes, par exemple en fusionner deux. Imaginons que, donc là j'ai une liste pour la santé en ligne en fait, et quand on a une consultation en ligne, ça a bien démarré pendant le Covid, et j'en ai une pour le Covid, et on va dire que je vais créer la fusion de ces deux-là, donc je les ai sélectionnés, Merge List, et je vais marquer Telehealth and Covid, ouais, Combined, je vais lui mettre with Covid. Voilà. Et là, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je garde mes deux listes originales et j'en crée une troisième, la combinaison des deux. Soit je me défais des deux listes originales et je garde uniquement la fusion. Donc là, c'est pas trop ce que je veux, je vais en créer une en plus. Donc voilà, je vais dire, voilà, elle est là. Cette liste, donc c'est la combinaison des documents Covid et des documents Telehealth. Et maintenant, j'en ai une. J'ai gardé donc mes deux listes initiales et j'en ai une qui est la fusion de ces deux-là. Donc voilà comment ça marche pour mettre à jour vos listes. Donc là, pour les mettre à jour, il suffit que je revienne à une requête et puis l'ajouter à une liste existante. Tout simplement, ajouter les nouveaux résultats à une liste existante. Et là, pour ce que j'ai qui n'est pas organisé, donc je peux avoir des listes ici, je vais en ouvrir une, des listes avec des documents de différentes bases de données. Donc là, j'ai fait exprès, j'en ai une avec beaucoup de documents et des documents qui viennent de différentes bases de données. Ce que je peux faire, c'est réorganiser cette liste, par exemple. Réorganiser cette liste de différentes manières. Donc on va imaginer que dans cette liste, je vais réorganiser, je vais mettre à part les documents qui viennent de Medline, par exemple. Voilà. Donc j'ai filtré par Medline, j'ai 33 documents. Donc je vais les sélectionner. Et à partir de là, je peux par exemple exporter ou autre. Donc là, je peux voir ces documents. Autre manière, voilà, on revient ici. Ici, j'ai des documents, je vous disais 603 documents qui sont dans un classeur, mais il y a un petit peu de tout. Donc, et là, ce que je peux faire, c'est, je vais faire la même chose. Tiens, allez, Medline. Ah, j'en ai que 4. Non, alors je vais faire CABI, l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez accès à celle-ci. Allez. Donc j'ai filtré par CABI et maintenant je vais les additionner. Je vais les additionner à une marque list ou bien je vais les copier. Alors j'en ai pas, donc je vais create a new mark list. Ouais. Donc ce que je vais faire, soit je peux bouger, soit je peux copier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les bouger. Donc je vais en bouger 15 des résultats. Et donc je vais en avoir 15 de moins dans mes 603. Move, create new list. Voilà. Et ça, c'était, je crois que c'était bioprinting. Ouais, bioprinting. In
Kaby. Allez, create mark list. Voilà, j'en ai une de plus. Ah, d'accord, j'en ai 602. Bah, peut-être qu'ils sont dans les plusieurs bases de données en même temps en fait, du coup. Alors je reviens à mes listes. Et j'en ai 12 maintenant. Et j'ai bioprinting dans Kaby. Ah, pourquoi un document? Ah, ben je me suis trompée en fait. J'ai sélectionné qu'un document, j'ai pas sélectionné les 15. Bon, c'est pas grave, vous avez vu comment ça marche. C'est le principal. Donc voilà comment je peux travailler avec mes documents, mes listes de documents. Je rappelle, 50 listes maximum et 50 000 documents dans chacune d'entre elles. Pour l'exportation, alors l'exportation, je vais rouvrir celle que j'avais ici. J'avais 50 documents. Je peux exporter d'une liste de mes listes et je peux exporter également des résultats. Les options sont les mêmes. Donc vous voyez ici toutes les options d'exportation. EndNote, tout en haut, EndNote Online ou EndNote Desktop. Je vous rappelle que pour exporter à cet outil, il est indispensable d'être identifié, sinon l'outil ne saura pas où les envoyer. Vous serez une personne anonyme. Il y a d'autres options d'exportation aussi, RefWorks, RIS et BibTeX pour tout ce qui est software de gestion de référence. BibTeX est compatible avec Mendeley et avec Zotero. Nous avons RIS qui est compatible avec tous en fait. RIS est compatible avec EndNote, est compatible avec Mendeley, est compatible avec Zotero et RefWorks. Donc en fait, tous ceux apparaissent ici en haut de la liste. Vous avez également la possibilité d'exporter en Excel. Le maximum d'exportation, donc là on est en train de voir depuis une liste de registres marqués, il n'y en a que 50, mais si je reviens à, si je rouvre une requête, par exemple, où j'en avais plus, ah, bah, elle est là, ma requête, et on va dire celle-là, donc l'exportation elle est pareille, elle est ici en haut, et on va regarder pour Excel comment ça se passe. Un maximum de 1000, si je me souviens bien, 1000 d'un coup, et pas plus. Là, j'en ai que 296, donc on va dire je veux exporter les 296 que j'ai dans cette liste. Et vous pouvez décider de ce que vous exportez, des champs que vous exportez. Par exemple, uniquement les auteurs, le titre, la source, ça veut dire la revue, et le résumé, ou bien toute l'information, ou bien je choisis ce que j'exporte. Donc il y a 11 champs d'indexation spécifiques, mais je peux choisir ici ce que je veux exporter. Donc le maximum c'est 27. Ok, 27 champs d'exportation, toute l'information qu'il y a dans Web of Science Core Collection. Les options d'exportation ont varié d'une base de données à l'autre. Donc le maximum c'est 27 pour la Core Collection. Si vous êtes dans une autre base de données, comme c'est indexé différemment, ça va s'exporter différemment. Ok, donc voilà comment ça marche pour les exportations. Et je crois que avec ceci, si je ne me trompe, nous achevons, oui, c'est ce que nous venons de faire, nous achevons le module A et maintenant il nous reste 30 minutes supplémentaires pour répondre aux questions qui vont rentrer à partir de maintenant dans le chat, questions en relation avec ce qu'on a vu aujourd'hui dans Web of Science. Je vous rappelle, ce n'est que la première séance, il nous en reste encore 4 pour voir plein de choses différentes.